Nous sommes de retour avec Oris Donkovi, Germain Poli et Luis Kamako. On va parler maintenant du Tchad. Le gouvernement tchadien a tendu la main jeudi à tous les groupes armés, les invitant à participer au dialogue national inclusif devant conduire aux premières élections présidentielles et législatives depuis la mort d'Idriss Déby Itno par les rebelles en avril. Alors, la condition, Germain Poli, c'est qu'il dépose les armes. Oui, c'est qu'ils déposent les armes, donc c'est la première condition, qu'ils acceptent de jouer le jeu. Je pense que c'est un grand pas qui a été fait par le pouvoir militaire. Bon, c'est vrai que le gouvernement est formé de militaires et de civils, mais par le pouvoir de Mohamed Idriss Déby, qui au départ c'est vrai qu'il était ouvert à un dialogue, à une concertation nationale, mais il excluait quelques groupes armés, politico-militaires, comme ils disent chez eux, notamment les FACT, qui avaient organisé donc l'attaque et le front, qui a créé le front sur lequel le général et le président, le marshal, j'allais dire, a trouvé la mort. Donc il avait dit dans un premier temps que ceux-ci ne seraient pas associés aux discussions. Alors aujourd'hui, s'il dit que tous les groupes armés, tous les politico-militaires sont appelés à ce dialogue, c'est déjà un grand pas. Et ça montre qu'il a pris un peu de hauteur, qu'il a aussi compris toutes les interventions des différentes médiations, donc à la crise tchadienne. Et il s'est rendu compte aussi, et ils l'ont dit assez clairement, que c'est ensemble que les Tchadiens peuvent construire donc un pays apaisé. Et là, si on veut la paix, donc il faut faire taire les armes, c'est la première condition. Mais en face, je pense aussi que les rebelles, notamment ceux du FACT aussi, posent leurs conditions. Je pense qu'ils sont prêts aussi à déposer les armes, mais ils posent des conditions pour garantir totalement leur sécurité. Parce qu'ils n'ont pas peut-être confiance. Ils veulent une amnistie, ils veulent la libération des militants arrêtés, ils veulent le retour de tous les exilés politiques tchadiens. Je pense que c'est pas de la mer à boire pour le gouvernement tchadien actuel, sauf que ça va être une décision politique assez importante et il faut du courage pour la prendre, parce que quand des gens sont accusés de certaines choses, quand certains font la guerre, et quand des gens ont tué, ils sont arrêtés, on vous dit libérez tous ces gens, votez une loi d'amnistie générale, donc tout le monde est pardonné, on reprend en général. C'est difficile pour certains pouvoirs qui peut-être s'approchent à une certaine opinion nationale. Mais généralement, et plusieurs exemples à travers le monde nous montrent que c'est un passage obligé. Il faut passer par là pour arriver à la paix. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement a lancé un appel, il a tendu la main à tous les politico-militaires, mais voilà une condition que ce même gouvernement aussi devrait remplir pour que les autres répondent à cette main tendue. Je crois que c'est un exercice assez intéressant. Et pour la paix, vous voyez ce gouvernement remplir aussi ces conditions? Ça va. Mais je crois que ce gouvernement a déjà évolué. Au début, il disait on ne va pas négocier avec le FACT. Ils ont évolué, c'est déjà salué. Comme je le disais, il y a quand même une médiation qui se fait. Il y a le chef de l'État togolais qui est assez actif, en tout cas sur ce front tchadien-là, avec plusieurs réunions qui ont eu lieu ici à Lomé entre les groupes armés et tout ça. Je pense que... Vous pensez qu'il a agi véritablement? Pardon? Il a apporté sans doute sa touche pour que le gouvernement puisse changer de... Je pense que si le gouvernement a bougé, c'est que quelque part la médiation a apporté ses fruits. Maintenant, on espère que cet accompagnement va continuer par se faire et que le Tchad pourra se retrouver, les Tchadiens entre eux, et envisager l'avenir avec plus de sérénité. Mais ça ne va pas être facile. Je pense que les 18 mois
prévu pour la transition. Heureusement qu'eux-mêmes pensent pouvoir reconduire un peu cette période. Ça va être difficile parce que les conditions posées par les politiques militaires, en tout cas le FAC, ne sont pas aussi faciles à respecter. Il faut prendre le temps de les analyser, éventuellement de les mettre en œuvre, et ça peut prendre un peu du temps. Lui, Kamako, il n'y a pas que le FAC, il y a également d'autres groupes armés, il y a également la société civile, les partis d'opposition, surtout les transformateurs. On va regrouper finalement tout le monde. Et comment ça va se faire? Ça va être comme du beurre, selon vous? Non, mais si Monsieur Mahamat aujourd'hui a pu tendre la main aux FAT qui sont considérés comme les auteurs de l'assassinat du président Itno Idriss Déby, je ne le vois pas en train de ne pas en fait faire appel à toutes les autres forces tchadiennes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce que dénoncent les Tchadiens aujourd'hui, c'est l'ingérence d'une force occidentale dans la gestion du dossier tchadien. Donc beaucoup de gens pensent que le président Mahamat Déby est en train d'agir sous l'impulsion d'un président occidental. Donc c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui, disent que le CEMAC c'est pour les Tchadiens, le Tchad, de laisser le Tchad aux Tchadiens. Donc c'est ce que revendique tout le monde. Donc si aujourd'hui le président militaire, comme on l'a dit, a pu arriver à comprendre cela et à transcender les pressions, je pense que c'est déjà un pas. Maintenant, c'est vrai, ce que réclame le FAT, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, il exige une réforme constitutionnelle devant permettre à la nomination d'un Premier ministre qui aura un mandat de 4 ans renouvelable. Oui. Il demande également que le président soit élu pour un mandat de 10 ans et que une CENI, une commission électorale soit mise en place pour l'organisation transparente des élections. Mais le pouvoir de Mahamat Déby n'a que 18 mois. Il a déjà fait, je crois, il était là. On peut remplir les conditions à moitié pour montrer la volonté du gouvernement. Oui, remplir les conditions à moitié, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est d'arriver justement à organiser ces élections-là dans le délai requis et que ces élections-là soient justes et transparentes. C'est vrai que Mahamat Déby l'avait promis au peuple tchadien. Donc c'est le moment, en fait, pour lui de le prouver qu'il est vraiment là pour changer les choses. On a déjà vu que quand les gens viennent au pouvoir dans des conditions pareilles, ils essaient d'amadouer les choses, ils essaient de faire les choses autrement. Maintenant, il va falloir qu'on lui donne le temps. Ça fait 18 mois lui a été accordé. Donc, il faut qu'il continue pas à montrer la bonne foi pour que les Tchadiens l'accompagnent. Horus, visiblement, les Tchadiens ne se font pas confiance. Oui, après, il faut dire que est-ce qu'on les encourage à se faire confiance ? C'est cela. La France a un amour particulier pour le Tchad. Pourquoi ? Oui, parce que le Tchad, c'est, si vous voulez, l'arrière-garde de la résistance française. Ouais. Lorsque la France libre est chassée du territoire français, que le territoire français est sous le gouvernement de Vichy, De Gaulle, qui est à Londres, se replie sur l'AEF, l'Afrique équatoriale française, dont le gouverneur est Félix Eboué. Et un des bastions de l'AEF, c'est Fort-Lamy, qui est N'Djamena. Donc, la France a un lien particulier avec ces territoires parce que ce sont ces territoires qui vont lui apporter, on va dire, une grosse partie des ressources qui vont lui permettre de reconquérir le territoire français. À l'époque, l'AOF, c'était un problème parce que l'AOF était, si vous voulez, la coupole du gouvernement de Vichy. Donc, par conséquent, ce n'est pas maintenant qu'il y a, si vous voulez, qu'il y a cette vocation pour le Tchad d'avoir cette vocation militaire du Tchad. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il y a ce lien étroit entre les gouvernements du Tchad et la France. Je vais vous faire une anecdote. Lorsque Tombal Baye gagne la première présidence du Tchad, son concurrent le plus direct, c'est un Guadeloupéen qui s'appelle Gabriel Lisette et qui fait partie des modérés. Bien entendu, après, Tombal Baye sera renversé. On connaît un peu la suite. Donc, il y a une étiquette qui est donnée au gouvernement tchadien actuel, qui est celui de Feu Idriss Déby. Celui de défenseur de la patrie contre les djihadistes et ainsi de suite. Mais en vérité, et Idriss Déby l'a dit ouvertement, il doit sa place
au soutien qui lui a été apporté. Il doit cette aura au soutien militaire, au financement qui lui ont été apportés. Par les Français. Ouais. Ce n'est pas caché, il l'a dit. Et malheureusement pour nous, la plupart des intellectuels ont ri quand il s'agissait peut-être de recueillir un peu ses mémoires et de savoir comment ce type de trame se tisse. À un moment donné, on a vu Idriss Déby Itno qui s'opposait par cette prise de parole à la France. Alors, il faut faire attention. Il y a beaucoup de leaders africains qui vont s'opposer par les dires, mais qui ne vont pas s'opposer par les faits. Le Tchad peut-il se priver actuellement d'une intervention française, qu'elle soit militaire, financière ou stratégique? C'est pas possible. Et le successeur de Déby, c'est la même chose. Son fils, c'est la même chose. Le groupe... j'oublie le nom, le groupe qui a créé le front au cours duquel les FARC, mais c'est eux les premiers à demander. C'est là où il y a le jeu de syntaxe journalistique. J'en parlais avec mon aîné Germain tout à l'heure. Il dit mais c'est eux qui demandent, qui proposent en premier de négocier avec le gouvernement. C'est pas le gouvernement tchadien qui prend la première initiative de la négociation. Donc, il aurait été beaucoup plus fin de dire que, mais au final, le gouvernement tchadien accepte cette négociation. Maintenant, ce qu'on ne dit pas, c'est que la société civile tchadienne actuellement est dans la rue. Le peuple tchadien est sorti parce qu'il veut une réelle démocratie. Ils veulent une alternance. Ils veulent des élections crédibles dans lesquelles les Tchadiens se reconnaissent. Une élection justement qui va rassembler les Tchadiens. Est-ce que lorsque le gouvernement tchadien actuel prétend rassembler les forces subversives autour de lui, est-ce qu'il y aura est-ce qu'il sera garanti qu'il y a alternance au pouvoir? Ouais. Si le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une succession Déby, avec tout un ensemble de chefs rebelles, de chefs subversifs, insérés dans le gouvernement, et qu'on soit dans la continuité de ce qui s'est passé au Tchad avec Hissène Habré et Déby, ben, je ne crois pas que la majeure partie de la population tchadienne s'y reconnaîtra. Donc vous allez avoir des civils dans les rues, qui pourront être dépassés et qui, eux, pourront peut-être prendre les armes dans 5, 10, 15, 20 ans après. Justement, Germain Pouli, est-ce que les civils vont bénéficier? Oui, non, je pense que les civils, c'est pas encore un problème. En fait... Mais est-ce que Oris a dit est important? On est civil aujourd'hui, demain on peut prendre les armes parce qu'on n'a pas eu satisfaction. Il y a une opposition au Tchad, il y a une opposition armée qui est beaucoup plus diverse et dans plusieurs pays, donc frontaliers du Tchad. Donc cette opposition qui est civile, disons, et qui a participé justement, dont certains leaders ont participé à la présidentielle, qui a connu la victoire du maréchal avant son décès. Celle-là aussi, elle est dans la rue. Elle réclame un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas celle-là qui trouble la paix dans le pays, parce qu'elle veut arriver au pouvoir par des voies démocratiques. Maintenant, il s'agit des autres oppositions armées, ce qu'ils appellent politico-militaires, qui sont à la fois des hommes politiques et des chefs armés, et qui attaquent régulièrement le Tchad et qui tentent souvent de renverser, ou qui tentaient à l'époque donc de renverser le maréchal. Je pense que c'est beaucoup plus avec eux qu'il y a des problèmes, et avec les civils, les politiques qui ont été contraints à l'exil. Certains ont même séjourné ici au Togo, qui sont retournés. Donc c'est tous ces Tchadiens-là qui doivent revenir. Et je pense que Mahamat Idriss Déby doit pouvoir être le leader là qui va faire les choses autrement, pas comme son père. S'il veut vraiment rassembler les Tchadiens, c'est vrai que Oris, quand je l'écoute, il ne croit pas trop parce qu'il dit qu'il prétend. C'est une mission assez difficile. Mais je pense que c'est possible parce que le Tchad a besoin de paix. Le Tchad a toujours été un pays en guerre depuis des décennies. Et donc, je peux dire même c'est une guerre familiale ou
fratricides. Oui, C'est des fratricides, cousins. des cousins. L'armée est composée de plusieurs des clans, des gens qui se connaissent, et c'est des gens issus de ces mêmes clans qui deviennent des opposants. Ils sortent de l'armée, ils forment de tout groupe et ils viennent attaquer leur oncle ou leur cousin. C'est un peu ça, le Tchad. Et je pense aussi que c'est une culture tchadienne. J'écoutais quelqu'un qui me disait il a fait avec un étudiant tchadien que chez eux, aller à la guerre, par exemple, c'est comme c'est la preuve de sa maturité. On ne peut pas être tchadien et ne pas avoir fait la guerre. C'est comme si on n'est pas un homme. La détermination des militaires tchadiens au front. Voilà, donc c'est un pays qui a toujours vécu comme ça. Peut-être qu'il aspire aussi à connaître la quiétude, comme tous les autres. Donc, je ne pense pas que c'est prétentieux ou trop ambitieux de dire qu'on veut rassembler. S'il y a la volonté politique, si Mahamat Idriss Déby veut effacer les allées noires de son père et mettre le Tchad sur la voie de la paix et de la démocratie, je pense qu'il pourra. Surtout que son arrivée a été difficilement acceptée. Il a fallu que le président Macron lui-même vienne l'introniser et dire que la France appuyait la transition tchadienne, ce qu'elle condamne ailleurs en Afrique et dans le monde. Et donc je crois qu'arriver comme ça, il se doit de faire autrement les choses. Et le fait d'accepter déjà d'entrer en négociation avec le FACT, pour moi, est une grande avancée. Ça l'agrandit. Et s'il peut continuer dans ce sens, je pense qu'il va laisser aux Tchadiens un héritage supérieur à celui que son père a pu laisser, qui, en tout cas sur le plan sécuritaire, a fait de son mieux. Mais des problèmes restent intacts. Et je pense que quand un jeune général arrive, même si c'est un militaire, il peut faire autrement les choses. Luis Camaco, vous pensez qu'il est aussi facile de négocier avec ceux-là qui ont tué le maréchal du Tchad au front, et surtout ceux-là qui ont tué son père? Oui, je pense que l'un des ministres Mahamat s'est prononcé sur la question, qu'aujourd'hui c'est plus que fondamental en fait de faire asseoir tous les Tchadiens autour d'une table. Donc si c'est le gouvernement qui le dit, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Maintenant, les uns les autres l'ont dit, c'est-à-dire que pour la paix au Tchad, on a besoin aujourd'hui qu'on soit le principal instigateur de l'assassinat de Idriss Déby, ou qu'on soit le premier opposant qui conteste l'arrivée du pouvoir de Mohamed Déby. Aujourd'hui, on n'a pas de choix en fait d'assister ou bien de prendre langue en fait. C'est-à-dire que tous doivent parler. Maintenant, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a une diaspora tchadienne qui veut en fait avoir un regard très curieux dans l'organisation ou bien dans la tenue de ces prochaines joutes électorales. La diaspora tchadienne qui entend à manifester un peu partout dans le monde pour d'abord exiger la démission ou bien pour demander que le Mahamat Déby transfère le pouvoir à acquis de droit, mais malheureusement qui n'a pas été attendu parce que quelqu'un l'a dit. Il y avait eu la France qui s'était interposée, qui a reconnu Mahamat Déby comme étant le président légitime. Donc, à un moment donné, tout le monde a jugé bon de fermer les yeux et d'avancer et donner une chance à la transition. Donc, ils sont dans cette logique aujourd'hui. Maintenant, comme je le disais tantôt, il revient justement au gouvernement Mahamat Déby de montrer sa bonne foi et de prouver que les Tchadiens ont besoin aujourd'hui, au moins pour une première fois dans leur histoire, d'une élection transparente et équitable, une élection à laquelle toutes les forces démocratiques doivent participer. La bonne foi, effectivement, le gouvernement tchadien doit l'afficher au risque d'Onkovi. Germain Poli le disait tout à l'heure, le porte-parole du FAC, Kingambe Oguzemi de Tapol aussi a parlé et demande l'amnistie générale pour tous les politico-militaires, les opposants en exil et la libération de tous les militants. Pour pouvoir dialoguer, il va falloir que les deux parties fassent des concessions. Les rebelles sont prêts visiblement à le faire. Le gouvernement également doit faire quelque chose.
Bon, après, moi, je trouve que dans ce qui a été réclamé par le groupe rebelle, ben, c'est la mode de tout ce qui est réclamé en général. Hein, qu'on voyait. On ne peut pas négocier alors que nos amis sont dans les Oui, geôles. il y a ça, mais après, dans la liste de ce qui est demandé, c'est toujours, voilà, mettons que c'est le genre de demande très récurrente et ainsi de suite, et qui se comprend tout à fait. Toujours est-il que après, il y a ça, c'est ce qui a été mis sur papier, ce qui a été lu. Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir ce qui se dit derrière les portes, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des demandes un peu plus précises que celle-ci. Parce que celle-ci, je pense que effectivement, je rejoins Germain sur ce point-là. Je vois pas, c'est pas très exceptionnel en fait ce qu'il demande. Le gouvernement tchadien peut effectivement relâcher un certain nombre de prisonniers politiques, peut effectivement les amnistier. Je ne crois pas que ce sera la première fois que ce sera fait au Tchad. Lorsque Déby arrive aux affaires à la suite de Hissène Habré, c'est ce qu'il fait. Il relâche les prisonniers politiques, il accorde une amnistie à un certain nombre de leaders qui peuvent rentrer au pays, ainsi de suite. Et après, bon, lui-même crée ses propres prisonniers politiques. Donc, voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être faites. Maintenant, après, le problème d'un État comme le Tchad, fragilisé, qui croule sous la dette, qui croule sous les prétentions de plusieurs puissances, parce que c'est maintenant acquis que c'est un seul riche et que c'est un pays qui est quand même dans une zone particulièrement stratégique. Voilà. Comment un État comme ça fait avec le nombre de rebelles qu'il a? Parce que le problème dans des pays, dans des États comme ça, c'est qu'on n'a pas un seul groupe rebelle, on en a plusieurs. On en a plusieurs. On en a un, bon. Qu'il faut également impérativement contenter. Maintenant, lorsque ces personnes-là, on les contente, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend en primeur? On prend ceux qui ont les armes, par rapport à ceux de la société civile qui réagit. Si on implique la société civile qui va demander la justice, qui va demander l'équité, et ainsi de suite, un certain nombre des membres doivent passer en fait devant des commissions et ainsi de suite. Donc il y a quand même toute une mécanique, hein, et puis je pense que au fur et à mesure des semaines, on aura beaucoup plus de précision sur ce qui est réclamé derrière les portes closes. Alors, Germain Pouli, pour pouvoir avoir un dialogue finalement inclusif, il faut aussi penser aux partis de l'opposition qui sont muets depuis la mort de Idriss Déby. On ne voit que les transformateurs de Succès Masra. Où sont partis ces partis politiques et pensez-vous qu'il est urgent aujourd'hui de pouvoir aussi les contacter? Oui, c'est la situation assez exceptionnelle quand un coup d'État survient, parce qu'il s'agit bien d'un coup d'État, et qu'on dissout le Parlement, on dissout le gouvernement. Donc le cadre d'expression habituel, c'est le Parlement. Les opposants qui s'expriment là, le Parlement n'existe pas. Il y a des militaires qui sont au contrôle. Et pour une transition avec des règles qui sont un peu différentes des règles d'un État en situation normale, c'est vrai qu'il y a quelques libertés, mais vous savez, même les manifestations parfois ne sont pas autorisées. Et ceux qui sont au pouvoir, ce sont des militaires. Et ils vont mettre un peu le muscle pour faire régner l'ordre, parce que c'est une situation pour certains Tchadiens inacceptable. Mais c'est déjà un état de fait qu'il faut assumer. Et donc, cette opposition-là et cette société civile, en interne, il faut l'écouter. Mais ce n'est pas la voix qui porte aujourd'hui, parce que, comme je le disais tantôt, ils ne sont pas une vraie menace pour la paix dans le pays, parce qu'ils y vivent. Ils ne sont pas armés, ils font leur combat de façon démocratique, donc ils ne sont pas une vraie menace. Là, il faut voir ceux qui ont tenté d'attaquer le pays pendant la période électorale. Et après l'élection, ce qui a conduit donc à la mort du candidat qui venait d'être élu président. Et c'est avec ceux-là qu'il faut beaucoup plus
discuter parce que c'est le front le plus chaud. Mais après, quand le dialogue va s'ouvrir, je pense que tout le monde, il y aura une égalité de voix. Donc tous ceux qui seront là pourront s'exprimer librement et contribuer. Et c'est l'opposition interne, la société civile, n'est pas exclue. Aujourd'hui, le plus grand travail, c'est d'amener les dissidents, c'est d'amener les exilés, c'est d'amener les politico-militaires là, à laisser les armes et à venir apporter des idées pour dessiner un Tchad nouveau. Mais je ne pense pas que ceux qui sont là aujourd'hui, dont on n'entend pas beaucoup parler, sont laissés sur le carreau. Non, ils ne le sont pas. Les circonstances ne leur permettent pas de s'exprimer. C'est vrai que de temps en temps, ils font des marches, ils font des manifestations pour qu'on ne les oublie pas totalement ou qu'on ne les assimile pas comme s'ils adhéraient totalement à ce qui se fait par les autorités de la transition. Il reste quand même une opposition, il reste quand même une société civile qui se veut par moments critique, mais le vrai défi pour moi, c'est de ramener les autres qui ont pris des armes, c'est ramener les autres qui ont quitté le pays pour des raisons politiques. Louis Kamako, on voit le Togo qui est impliqué dans ce dialogue. Lomé, la capitale de ce dialogue peut-être entre les frères tchadiens. Difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que jusque-là, aucun agenda n'est sorti, aucun agenda n'est dévoilé par les autorités tchadiennes. On ne sait pas si ils auront même besoin d'un facilitateur ou d'un médiateur. On ne sait pas si les Tchadiens vont discuter entre eux-mêmes, comme on l'a constaté ces derniers temps au Togo avec la concertation nationale des acteurs politiques. Vous ne pensez pas qu'il urge de le faire ? Ils ont besoin d'un facilitateur. Non, mais on voit ce climat de méfiance totale. Mais l'histoire a montré que la réussite d'un dialogue ne dépend pas forcément d'un facilitateur. Et souvent, quand vous-même, vous appartenez à une même nation, à un même pays, on pense qu'on maîtrise mieux les pays, les problèmes du pays que sur l'étranger. On l'a remarqué ici avec le 7e dialogue inter-togolais que les présidents ghanéens et guinéens ont facilité et ça n'a rien donné du tout. Donc, vous pensez que ça n'a rien donné ? À mon avis, non, parce que les problèmes sont restés intacts. Si ce dialogue-là avait pu résoudre quelque chose, on n'aurait pas encore parlé de la concertation nationale des acteurs politiques. Ça veut dire que le gouvernement qui l'a organisé, ou bien le pouvoir en place qui l'a organisé, a compris qu'en réalité, le 27e dialogue inter-togolais était, en guillemets, un fiasco. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'aurais souhaité que les Tchadiens eux-mêmes s'asseyent entre eux et qu'ils parlent sérieusement de leurs problèmes. Maintenant, revenons un peu à la question que tu posais tout à l'heure à Germain. C'est vrai, pour une discussion du genre, on n'a pas besoin forcément de tout le monde. L'opposition tchadienne, c'est d'ailleurs ce qui est similaire à toutes les oppositions du monde. Il y a une configuration, il y a ce qu'on appelle les radicaux. Les radicaux, ce sont là qui constatent la prise du pouvoir par Mahamat Déby. Les transformateurs. Les transformateurs, et puis ils sont dans leur plein droit parce que beaucoup de gens ont pointé du doigt à l'époque la violation constitutionnelle. Et donc, ils ont voulu que ce droit-là soit rétabli. Et qu'il y a une partie de l'opposition également qui a accordé son violon au président Mahamat Déby. Donc tous parlent et il y a des gens qui disent que pour la paix du pays, il faut que Mahamat Déby succède quelles qu'en soient les conditions à son papa. Et donc sur tout cela, je ne pense pas qu'on nous soit obligé d'avoir tout cela autour d'une table parce que l'expérience a aussi montré que plus vous êtes nombreux à participer à ce genre de cadre. Vous imaginez un dialogue entre le gouvernement et puis les FARC et les autres groupes rebelles. Et à côté, il y a les transformateurs, la société civile qui marche. Exactement. Non, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les vrais protagonistes, ce sont ces camps-là. Ouais. Donc, il va falloir donner une chance à ce dialogue. Il faut qu'on aille vite. Parce que plus vous êtes nombreux, moins vous donnez la chance au dialogue d'arriver à terme et de faire sortir des conclusions concluantes. Vous m'excusez la tautologie. Parce que quand vous êtes nombreux, tout le monde tente de faire passer ces propositions et que beaucoup de gens oublient que pour un dialogue, il faut ce qu'on appelle laisser prise. Il faut donner quelque chose et accepter perdre également quelque chose. Donc aujourd'hui, le temps est parti contre ce pouvoir de Mahamat Déby.
Donc il va falloir qu'il identifie les vrais protagonistes et discuter avec eux. C'est ce que moi je pense. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient juste après.